Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de liberté. Pourquoi pas? Alors, dans une société comme la nôtre, quelle est la part de liberté qui reste à l'homme? Alors là, c'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose comme liberté en réalité. Il y a une apparence de liberté qui est, disons, plutôt le contraire, c'est-à-dire la possibilité de satisfaire à ses envies et ses désirs, la possibilité relative d'ailleurs, qui demande une tenue constante là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut plus être libre de ne pas faire ce que l'on a envie en réalité. Voilà. Voilà, donc la liberté est compromise. Parce que pour l'homme, la liberté, c'est tout simplement d'arriver à être ce qu'il est véritablement à l'origine, c'est-à-dire un homme. Voilà la liberté. Et cette liberté-là, elle est compromise, effectivement. Parce qu'on voit quand même, il y a eu plusieurs problèmes par rapport à la liberté d'expression, notamment, tu te rappelles cette histoire avec les figures de Mohamed qui ont été... Oui, ah ben oui, c'est sûr que dans la liberté d'expression, tant qu'on exprime les bas morceaux de l'humanité, c'est-à-dire toutes les tendances un peu dépravées de l'homme, c'est pas un problème. Si on veut exprimer quelque chose qui le dépasse, disons, qui l'élève, là, ça devient compliqué. Et ça commence de bonne heure. La liberté, déjà, elle est compromise à l'école. L'école, c'est pour apprendre à ignorer. Chaque sujet est traité de manière à ne pas pouvoir saisir l'essentiel. C'est-à-dire qu'on bavarde des histoires qui n'en finissent plus sur des personnages qui sont insignifiants, que l'on grandit démesurément, mais on ne vous parlera jamais de quelqu'un qui a pu marquer véritablement une période de l'humanité dans le sens d'une élévation réelle. Et dans les écrits pour enfants, on censure systématiquement tout ce qui pourrait amener cet enfant à un éveil réel sur le plan de la liberté, ne serait-ce que relative, c'est-à-dire que par rapport au conditionnement dans lequel on le comprime en quelque sorte, pour en faire non pas un homme, mais un citoyen. Un citoyen qui, comme disait Virgile Georgiou, est un croisement entre l'homme et la machine. Voilà. Donc, par exemple, il y a eu à une certaine époque, c'est-à-dire dans les années 68, aux alentours des années 68, il est sorti une petite bande dessinée sympathique pour les enfants. Séraphin. Qui s'appelait Séraphin, les aventures de Séraphin. C'est-à-dire, c'était écrit par Alain Grèce, je crois, et les dessins sont de Philippe Fix, qui était une petite merveille, qui n'avait rien de grossier, qui n'avait pas ni dans les mots, ni dans les allures, dans les dessins, rien n'était tendancieux dans le sens habituel. C'était même plein de candeur, moi je trouve. Oui, ben voilà. Alors ça, c'est des choses qui, dans une société comme celle-ci, c'est-à-dire une société qui est tenue par des malfrats, en quelque sorte, c'est le moindre qu'on puisse dire. Ça devient subversif. Ce genre d'écrit, ce genre de choses, va à l'encontre de leurs idées et de leur éthique. Il ne faut pas que des enfants puissent voir quelque chose, voient la bonté dans les choses qui les entourent. Il faut qu'ils soient toujours dans les bas morceaux. S'ils voient une fille, il faut qu'ils voient son cul. S'ils voient quoi que ce soit, c'est quelque chose dans ce goût-là. S'ils voient quelque chose qui touche à la religion, c'est de l'oppression.
c'est des signes de l'oppression systématique. Il n'y a rien à faire. Ça, on peut y passer, vous pouvez mettre ça dans les journaux, vous pouvez faire des bandes dessinées avec des atrocités qui n'en finissent plus. Il n'y a aucune censure. Mais si vous mettez quelque chose de beau, ou un dessin qui est beau, un écrit qui est beau pour des enfants, interdit. Ouais. L'interdiction est formelle. L'histoire de Séraphin en est une parmi tant d'autres. Que pour celui qui a la curiosité, il va voir sur Internet, puisqu'actuellement c'est devenu le gros moteur de recherche. Il en reste plus beaucoup. Il va chercher Séraphin, il va chercher les éditeurs, c'était édité par les Deux Coqs d'Or, rechercher pourquoi, comment, où, quand c'est édité, il verra qu'il va se heurter à une véritable censure. Et moi, personnellement, j'ai vu cette censure se manifester en Suisse, c'est-à-dire il y a un magasin à Lausanne qui s'appelle l'Innovation, qui est un magasin du style de Leclerc ou de ces grandes surfaces, qui vend donc parmi ses articles des livres. Il y avait cette bande dessinée. Un jour, il est venu un cordon de police de la ville de Lausanne, qui se sont installés dans les escaliers, qui ont interdit le passage, et qui ont déménagé tous ces livres sans exception, parce qu'ils avaient été censurés. Ils avaient été censurés, l'ordre a été donné de où? On va remonter la filière. En Suisse, les distributeurs de bandes dessinées et de journaux, c'est Nabil. Ça s'appelle Nabil, la boîte en question. Cette boîte, elle est affiliée à qui? En quelque sorte, elle est sous la coupe de Hachette. Et Hachette, c'est qui? Hachette, c'est Dassault. Donc, c'est Dassault qui supervise de ce fait-là, en tout cas l'éthique de toute cette collectivité qui tourne là autour, qui supervise donc la lecture de nos enfants. Nos chers petits qu'il ne faut surtout pas brusquer, et pas ci, et pas là, n'est-ce pas? Alors ça, voilà où en est la censure, mais comme je vous dis, on ne censurera pas une saloperie, ça, il n'y a pas de problème. Ça, vous pouvez en diffuser tant que vous en voulez, ça passera. Ce qu'il ne faut pas toucher, c'est aux intérêts de cette institution de malfaiteurs. Ouais. Voilà. Alors parlons un peu de Séraphin, justement, de l'histoire de Séraphin. Pourquoi l'État se sent menacé par une BD aussi belle, aussi candide, quoi? Ben, moi, je peux recommander à tout un chacun d'essayer de se procurer ça, de le lire, ou je pense qu'on doit pouvoir le trouver à un moment donné sur Internet, pouvoir le consulter, et chacun se donnera une idée, hein, parce qu'en réalité, il y a évidemment ce qu'il peut y avoir qui est tendancieux par rapport à l'État, c'est qu'un enfant qui a lu ça, il voit bien où est l'ennemi, il voit bien qui c'est qui est en train d'être le voyou, et qui c'est qui est l'honnête homme. Alors donc, de ce fait-là, ça renverse évidemment les choses. C'est bien sûr que c'est certainement là que ça dérange. Vous comprenez? Si un gangster a l'allure ou fait penser ou fait croire que c'est lui l'honnête, à partir du moment où le démasqué, il n'est pas content. C'est normal. On va pas lui trouver à redire là-dessus. Simplement, il faut se défendre la contre dans le sens qu'il faut justement chercher à découvrir ce qui ne plaît pas à tous ces margoulins-là, et qui, en général, ce qui ne leur plaît pas, c'est ce qu'on a besoin. Voilà. Donc la liberté de l'homme reste encore là, c'est-à-dire qu'il y a un état de conscience, et on peut chercher en soi, peut chercher autour de soi, des choses qui ont une tenue, qui ont de la grandeur, de la beauté. Il y a eu des personnages qui ont été passés sous silence, on nous raconte des histoires. Regardez dans l'histoire, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui était dans une étude de l'histoire de l'Angleterre. Quand je lui ai parlé de Thomas More, c'est une jeune fille, elle a pas pu me répondre qui c'était, oui, je crois que c'était, je sais pas quoi. En réalité, si on regarde Thomas More, c'était un ministre, à l'époque, une époque du roi, là, de Henri VIII, sauf erreur, qui était un bonhomme qui a marqué vraiment cette période, mais qui l'a marqué
avec une telle grandeur que tout un chacun devrait pouvoir accéder à ce personnage pour se rendre compte de quoi est capable l'homme en tant que tel. Voilà. Et bien là, tout ça, c'est sous silence. On va vous gaver avec Richard Cœur de Lion, qui en réalité m'est apparu, en regardant de près, plutôt un cœur de cochon que de lion, par exemple. Mais par contre, un homme comme Thomas More, qui c'est celui-là? C'est sûr, dans la société, on fait vraiment le culte de la laideur actuellement. Quand tu vois les personnages des bandes dessinées, c'est une horreur. C'est une caricature. Que ce soit, c'est des caricatures d'animaux, c'est monstrueux. C'est monstrueux, puis cette monstruosité, elle est la nourriture continue que l'on offre aux enfants depuis leur plus jeune âge, c'est-à-dire qu'on leur donne une fausse idée de ce que représentent ces animaux, représentent les végétaux, les hommes, les mouvements de ces hommes, etc. Tout est faussé, tout est de travers. Donc comment voulez-vous qu'un enfant évolue là-dedans et une idée juste de ce qui l'entoure, de tout ce qu'il voit? Il voit avec des yeux qui ont été conditionnés par quelque chose de sale. De sale, je ne trouve pas le mot pour l'exprimer mieux. Voilà, c'est de la saleté. On offre de la saleté aux enfants et on veut qu'ils deviennent de grands personnages. Il faut stopper là. Est-ce qu'on veut qu'ils deviennent de grands personnages? Ben, en tout cas, tout un chacun, quand il a un enfant, il a toujours l'impression qu'il il aimerait faire au mieux pour que son petit devienne, soit quelqu'un. En réalité, il l'enfile tout simplement dans le four à le faire rôtir à la sauce habituelle pour en faire un citoyen qui n'a plus d'âme. Ouais. Voilà. Alors Walt Disney, c'est pire que tout, même avec ses personnages. Oh, mais c'est que de la caricature, ça. Puis ça c'est un suffrage énorme. Et puis les parents, souvent, qui se débarrassent de leurs enfants devant la télévision avec une bande dessinée, une saleté innommable, mais les enfants restent tranquilles, évidemment, ils sont fascinés devant cette connerie. Et puis voilà, c'est tout. Mais c'est un désastre total. Ce qui veut dire, quand on veut parler de liberté, pouf, par quel bout prendre tout ça, franchement, c'est Alors difficile. il faut faire quoi? Il faut tout zapper, mais on est assailli. Oui. Même si on ne veut pas acheter, boire, même si on ne va pas vers ça, on est assailli par des images, par de la musique. Ah oui, tout à fait, simplement, l'aveu d'impuissance d'un eunuque n'a jamais engendré un enfant. C'est un dicton qui est connu. Ce qui veut dire qu'il faut tenter une réaction dans ce sens-là, c'est-à-dire essayer de retrouver la beauté dans la vie, quoi. Simplement, essayer d'ouvrir les yeux dans ce sens-là. Alors, je ne dis pas que c'est une facilité c'est-à-dire que ça demande un effort, voilà. C'est un peu comme dans un fleuve. Il y a des poissons, il y en a qui se laissent tirer par le courant, puis d'autres qui remontent. En ceux qui remontent, c'est clair que ça leur demande un effort. Mais cet effort est possible quand même, voilà. On va devoir arrêter, on fait une suite ou quoi? Bon, on verra, de toute façon il y en a tellement de suites. En tout cas, merci. Bon, alors on continue. Comment nourrir alors l'esprit de l'homme pour qu'il retrouve un peu de liberté alors? Alors là, il y a eu pas mal de personnages quand même intéressants qui ont donné un peu les marches à suivre pour modifier en quelque sorte cette tendance de dépravation systématique. Il y a, je citerai, parmi quelques-uns, je citerai un homme comme René Guénon, un homme comme M. Chuon, Fritzof Chuon, par exemple, qui sont venus remettre en quelque sorte, comme on dit, l'église au milieu du village, c'est-à-dire qu'ils sont venus expliquer ce qui avait été perdu chez l'homme, c'est-à-dire ce qu'il est en réalité, et quelle est sa propre raison d'être.
Donc ces personnages-là sont à consulter. Alors je dirais qu'il est vrai que pour faire juste, il faudrait censurer systématiquement toutes les informations qu'on nous donne, c'est-à-dire par la télévision, par la radio, par les journaux. C'est du pipeau sur toute la ligne. De toute façon, il y a un petit iota de vrai là-dedans. C'est un petit peu la ruse du diable. Il dit 9 vérités pour cacher un mensonge, mais le mensonge est de taille. Et comme toutes ces chaînes de télévision, journaux, radio, toutes ces choses-là sont dans les mains de la subversion, en quelque sorte, voilà, donc c'est cela-là, il ne faut pas s'y fier, ce qui veut dire que celui qui peut s'en priver, il fait une bonne affaire, déjà pour commencer. Voilà, à présent, quelle est l'attitude à avoir dans tout ça? Il y a eu un homme qui a marqué une certaine époque, puisqu'on est dans une période de révolution, tout le monde veut en découdre avec son voisinage immédiat ou lointain. Il y a eu un homme qui a été merveilleux dans son attitude, c'est Gandhi. Voilà, Gandhi c'est un maître de karma yoga, c'est-à-dire qu'est-ce que le karma yoga? Ben, le karma yoga c'est une manière, c'est la façon d'effectuer un travail, et cette façon consiste à avoir une attitude qui est constamment en accord avec la volonté divine. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait pour plaire à Dieu. Voilà. Et bien vous avez vu comment il a fait. Il a viré les Anglais de l'Inde. Ils ont réussi quand même à laisser leurs traces venimeuses comme tout bon occidental qui se respecte. Quand il est passé dans une colonie, en général, il a fait table rase sur toutes les vraies valeurs pour laisser son fiel là au milieu et qui va germer et qui va amener toutes ces civilisations à un désastre en réalité. Mais enfin, il les a virés sans faire un bruit, sans faire un mort, sans taper sur qui que ce soit. Voilà. Ben voilà une attitude qui est remarquable. À présent, on peut se mettre en contact avec un personnage comme ça, de voir quelle est cette attitude, d'où il la tient, comment, pourquoi, et on verra qu'on peut très bien, sans être hindouiste par exemple, mais être dans sa propre tradition, avoir une attitude qui est en conformité avec ça, c'est-à-dire qui est agréable aux yeux de Dieu. C'est un personnage, c'est un contemplatif, mais par exemple un personnage comme Gengis Khan qui est un homme d'action, c'est une autre manière de faire. Oui, mais Gandhi n'était pas un contemplatif. Gandhi était un homme d'action, parce que justement, ce karma yoga, c'est le yoga de l'action. Mais voilà ce que c'est qu'une action, vue par le point de vue sacré. Voilà une action, c'est-à-dire qu'en fait, il a agi, il a viré les colonialistes, il a viré les gens qui étaient là à occuper son pays. Il les a mis à la porte. C'est bel et bien une action, mais avec l'attitude qui correspond à la maîtrise qu'il avait. Voilà. Gengis Khan est un autre personnage, il a joué un autre rôle, dans le sens qu'il a été appelé le fléau de Dieu. Effectivement, il s'est abattu sur l'humanité comme une épidémie, comme un nuage de sauterelles sur les cultures. Voilà, et c'était un homme d'ailleurs de très grande valeur, qui mérite d'être connu dans son attitude profonde. À présent qu'il ait joué le rôle d'une catastrophe, c'était le rôle qu'il avait à jouer. Voilà, mais il était reconnu comme tel. À un moment donné, il y a eu des docteurs de la loi dans l'islam qui l'ont bien regardé, hein, a dit « tu ne le reconnais pas, c'est le fléau d'Allah ». Ils avaient bien repéré ça et c'était bel et bien son cas. Mais Gandhi était aussi un homme d'action, mais voilà une autre forme d'action, et qui n'était pas un fléau. Le fléau, c'était les Anglais en l'occurrence. Mais eux, ils ne se sont pas comportés comme Gengis Khan, c'est-à-dire ils n'ont pas eu la grandeur d'un fléau naturel, ils ont eu la bassesse d'un fléau artificiel. Vous savez, cette espèce d'empoisonnement subtil. Voilà.
Ok. Voilà. On arrête là? Bon, on peut continuer ou s'arrêter, il y a tellement à dire. On a encore un peu de temps. Bon, alors s'il s'agit de retrouver la liberté, ben voilà, disons qu'on peut essayer de se nourrir par ces personnages, de voir leurs attitudes, d'écouter un peu ce qu'ils ont pu nous raconter, c'est-à-dire nous dire quelle est la démarche qui nous permettrait de découvrir ce que l'on est. Et ça, ils n'ont jamais été avares de tout ça, ils nous ont bien expliqué tout ça. À présent, il faut le chercher, parce qu'il est clair que dans les écoles, dans toutes les institutions qui se veulent pédagogiques, en général, on nous chante des histoires avec des philosophes marrons, des lascars qui sont venus pondre des trucs qui ne sont pas comestibles en réalité. Vous voyez, les histoires à Descartes et tous ces braves gens-là, c'est bien joli, mais ça va pour eux, ça va dans leur circuit fermé, mais on fait un flanc de trucs minables, en fait. Ça n'a aucun, c'est rien du tout. Voilà. Le point de vue d'un philosophe, c'est un point de vue profane? Oui, la philosophie, dans le sens moderne du terme, quand je dis moderne, ça peut faire quelques siècles. La vraie philosophie, c'est l'amour de la sagesse en tant que tel, d'accord. Mais la philosophie, dans le sens moderne, c'est des spéculations cérébrales d'un personnage qui est plus ou moins sympathique, qui a plus ou moins étudié, qui est plus ou moins érudit, puis qui aboutit à une espèce de résumé de quelque chose. C'est valable pour lui, mais ça n'a pas à s'étendre sur le restant de l'humanité. C'est pas ça qui amène l'homme vers la liberté. La liberté, elle ne peut être atteinte qu'au contact de la vérité et de la beauté. La beauté étant le parfum même de cette vérité. Voilà. Et la beauté n'est pas relative à des goûts personnels, parce qu'un taré peut trouver beau quelque chose qui ne l'est pas, et à partir de là, c'est pas parce qu'il le trouve beau que cette chose devient belle. C'est tout simplement qu'il est taré, et qu'il voit quelque chose qui n'a pas à être vu de cette manière-là. Donc il faut réapprendre à voir, réapprendre à comprendre, etc., etc. C'est clair que c'est difficile d'une certaine manière. On a été tellement conditionné à bâtardir. L'homme est devenu quoi? Il ne vit plus, comme disait d'ailleurs Gandhi. Déjà à son époque, il disait l'homme moderne ne vit pas, il fonctionne. C'est pas pareil, hein. Donc c'est vrai qu'il y a une réelle difficulté vue par un certain bout, mais il y a toujours quand même un espoir dans le sens qu'au fond de chaque homme, il y a un état de conscience qui n'est pas atteint vraiment, qui est à l'abri. Il est enseveli, voilà, c'est vrai, il est enseveli sous un tas d'ignorance. Mais il n'est pas mort pour autant. Ce qui veut dire que pour le faire réapparaître, il faut gentiment enlever tout ce qui a été posé par-dessus, c'est-à-dire toutes les immondices qu'on a bien voulu lui faire avaler dans nos écoles et nos universités. Pour en revenir à la censure, donc c'est quoi encore un moyen de pression, quoi? Ah ben là, pour la censure, après, c'est comme toujours, la censure, elle pourrait avoir une raison d'être, c'est-à-dire que il y a eu une époque où la censure, il était interdit de montrer de la laideur, par exemple. Alors c'est clair, il y avait beaucoup, c'est comme toujours. C'est la cause qu'on défend, avec la censure en elle-même. Elle a sa raison d'être. Mais quelle cause est-ce qu'on défend? Là, la cause qui est défendue, surtout, c'est qu'il faut surtout pas toucher à quelque chose de beau, pas aller faire un lien de parenté entre Dieu et la beauté et la vérité. Il faut blackbouler tout ça au profit de quoi? Au profit d'un humanisme discutable qui laisse place actuellement à la mise à jour de tous les bas instincts, toute l'infra-animalité humaine, on pourrait dire. Voilà. Voilà dans quel sens on a tiré cette liberté, c'est-à-dire qu'actuellement, on est libre de faire toutes les saletés possibles.
mais on n'est surtout pas libre de faire quelque chose de beau. Voilà. Et après, on nous a amenés dans un cul-de-sac où on arrive à confondre la beauté avec la laideur, c'est-à-dire c'est comme l'ivresse des profondeurs. À un moment donné, on ne sait plus où est le haut et le bas. Quand tu vois l'art moderne, c'est une horreur, quoi. C'est l'expression d'une époque, alors que l'art se voulait exprimer un état. Et bien actuellement, l'art, c'est simplement le témoignage d'une époque. Et bien ça témoigne exactement l'époque dans laquelle on est. C'est plutôt la maladie de l'homme qui rend... Oui, mais ils témoignent, là, ces artistes, ils témoignent exactement de la maladie par laquelle ils sont atteints, et l'humanité est atteinte. Voilà. Et eux, ils sont les témoins. C'est sûr que tu vois un spectacle, tu vois, c'est des crises de nerfs. C'est de la schizophrénie, c'est tout ce qu'on veut. Moi, personnellement, je ne sais pas, je ne vois rien dans les films, dans les artistes actuels. Je vois pas grand-chose qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire ça suit ce cours dévastateur où on descend de plus en plus profondément dans les entrailles de l'infra-humanité et l'infra-animalité, mais je vois pas grand-chose qui sort du lot. À présent, je vois pas tout. Hein. Alors heureusement qu'il reste la nature. C'est la seule chose qui peut... La nature, elle est régie par un mouvement qui, elle, l'empêche de disparaître de la même façon. Oui, c'est le reflet. Elle disparaît, mais elle disparaît en beauté. Ouais. Une belle fleur reste toujours une belle fleur. Voilà. Et l'homme, il peut disparaître en beauté aussi. C'est là où est son choix. C'est pas dans ce qu'il fait, c'est dans la façon. Ouais. Et là, il a tout pour... Hein. Ah ben là, il défend une mauvaise cause. Et puis, il s'en rend pas compte, en principe. Ok, ben, je te remercie. Bon, c'est moi.